Amis motards, bonjour et heureux de vous retrouver. Si vous avez apprécié les chemins en KLX 250, vous allez adorer la présentation de la même KLX. Alors précision qui a une certaine importance pour la suite, hormis les protège-mains, le sabot ici et le porte-paquet, tout ce que vous verrez sur la machine fait partie de la dotation d'origine. C'est livré avec la machine. La KLX 250 répond au concept du Dual Sport. C'est-à-dire que c'est une machine qui vous emmène au boulot le matin et qui vous permet d'aller vous amuser sur les chemins le soir. Bon, on peut naturellement inverser soir et matin, ça fonctionne également. Bon, c'est avant tout un trail, un vrai trail. La machine est équipée d'une jante de 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière, de jantes à rayons, jantes de marque Excel, et de pneus avec chambre. Débattement de la suspension avant est de 255 mm et 230 à l'arrière. La garde au sol, quant à elle, est de 285 mm. Alors tout naturellement, ceci nous conduit à une hauteur de selle assez conséquente de 890 mm. Bon, c'est à tempérer par le fait que la suspension s'écrase un peu quand on s'assoit sur la machine. Le réservoir d'essence contient 7,7 litres. Alors c'est une mesure métrique un peu étonnante. Tout s'éclaire quand on sait que ça représente sensiblement 2 gallons US. L'autonomie avec une telle quantité d'essence en conduite souple est d'un peu plus de 200 km, ce qui est un peu juste. Acerbi vend des réservoirs un peu plus conséquents, mais horriblement chers, donc mieux vaut trouver une solution moins onéreuse. S'agissant du moteur, c'est un moteur 4 temps, refroidi par eau, monocylindre bien sûr, allumage par CDI et alimentation par injection. Alors à ce sujet, il faut savoir que la machine commence à être datée, sa conception remonte, puisque la dernière évolution notable a été le remplacement du carburateur par l'injection en 2009. La puissance est de 22 chevaux à 7500 tours, et le couple maxi 20 Nm à 7000 tours. Autre chose à savoir, il y a un limiteur de régime qui intervient en 5 et en 6 et qui limite le régime à 7500 tours. On trouve sur beaucoup de sites des informations qui permettent de s'affranchir de cette barrière. Ça se fait aussi en concession, d'après ce que j'ai pu apprendre. C'est à utiliser avec parcimonie et circonspection. Et sur cette image, vous pouvez apercevoir le châssis de la KLX 250. Le cadre est un cadre périmétrique. Après cette énumération de valeurs, si l'on devait en retenir une préférentiellement, ce serait la masse de la machine. La KLX 250 a une masse de 138 kg, tout plein fait. C'est donc une machine extrêmement légère. Et ça, mes amis, c'est très agréable, que ce soit pour les manœuvres dans le garage ou en utilisation sur route. Bien, examinons maintenant un peu plus en détail les caractéristiques de cette KLX 250. Alors, on va commencer par la fourche, que vous pouvez apercevoir ici. Donc c'est une fourche inversée de diamètre 43, c'est un beau diamètre. Alors la fourche inversée est censée apporter deux avantages. Le premier est un meilleur guidage de la roue avant, et le second, peut-être plus substantiel, une réduction des masses non suspendues. Cette fourche est réglable en compression, uniquement en compression. Ceci se réalise, ce réglage, avec un tournevis. Il y a, la notice dessus n'est pas extraordinairement claire, comme le manuel d'atelier. Il y a parfois confusion entre clic et tour. Donc on a 2 clics par tour et on a jusqu'à 20 positions de réglage. Alors il y a des réglages prédéfinis d'usine pour un pilote de taille moyenne, de poids moyen, de 68 kg selon la notice. Alors ça doit être vrai en Asie, je pense qu'en Europe, on doit s'en éloigner un petit peu. Donc on peut assez considérablement durcir la suspension avant et un peu la ramollir. Alors vous noterez que les deux demi-radiateurs sont équipés de protection contre les projections. On peut voir ici, c'est noir sur fond noir, je ne suis pas sûr que ça soit très visible, mais elles y sont. Intéressons-nous maintenant au moteur, le cylindre ici, le filtre à huile qui est extrêmement accessible et facile à démonter, peut-être un petit peu moins remonté du fait d'un ressort presseur derrière, la pompe à eau et ici l'embrayage. Tout à fait en bas se trouve le hublot qui permet de vérifier le niveau d'huile. Alors sur ce type de machine qui contient peu d'huile, 1,3 litre, les vérifications techniques avant départ sont quand même importantes. Tout
ceux qui viennent de la CB F125 et se souviennent des 0,9 litres d'huile ne me contrediront pas. Sur les anciens modèles, on avait le kick ici, le bouchon de remplissage d'huile. Alors là, c'est pas forcément un détail extrêmement intéressant, mais on a le tendeur automatique de la chaîne de distribution qui se trouve ici. S'agissant d'une machine qui doit sortir de la route pour aller fréquenter les sentiers, vous noterez que les durites des organes de sécurité, en particulier les freins, sont protégés. Il y a des protections un petit peu partout. Et le montage souple des durites sur le bras oscillant. On a des battements de suspension très importants qui imposent ceci. Alors, autre spécificité qui ne se voit pas forcément extrêmement bien, on dispose d'une molette de réglage qui se trouve ici et qui permet de régler le ralenti. Alors je me demande toujours quelle est la justification de ce réglage accessible à l'utilisateur. Alors maintenant, concernant la suspension arrière, donc on dispose d'un combiné ressort amortisseur très classique et de 3 réglages. Le premier, la précharge, est comme sur beaucoup de motos un peu délicat à régler du fait de l'accessibilité. On dispose d'un réglage de compression et de détente. Alors à droite, sur le flanc droit de la moto, c'est la détente. Ça se règle avec un tournevis. Il y a un certain nombre de positions de clics et un réglage préétabli autour de 16 clics, me semble-t-il. On notera la présence d'une protection sur l'étrier de frein. L'échappement est totalement d'origine. Donc vue de l'arrière, le vase d'expansion. Ici un crochet qui ferme à clé et des ergots. Vous voyez ici un dispositif qu'on retrouve sur les machines de ce type-là à fort débattement. C'est un guide chaîne qui maintient la chaîne sur son axe et qui lui évite de sortir, de dérailler sur les grands débattements. Vue rapprochée sur l'amortisseur et le ressort. Donc là on distingue clairement la réserve d'azote de l'amortisseur à gaz, le réglage de compression. Ici on a l'écu. Là, ici, sous ce carter, se situe la batterie et toute la partie électrique, relais, fusible. On distingue la roulette, ici, qui limite le débattement de la chaîne en hauteur. Le cale-pied passager. D'ailleurs, à ce sujet, les cale-pieds sont légèrement décalés. Le droit doit être un peu plus en avant que le gauche. Ça demande aux passagers beaucoup de tolérance, parce que la place sur une KLX 250 A2 est vraiment comptée. Ensuite, ici, le régulateur, le démarreur. Là, ce sont des canalisations d'huile, la sonde de température, l'alternateur, et ici, le puits de bougie extrêmement accessible. Bon, les carters se démontent très vite, la mécanique est vraiment accessible. On a des cale-pieds ici, type enduro, un sélecteur également, type enduro repliable, et la béquille avec son contact de sécurité. Étrier avant. Et une chose dont on n'a pas forcément parlé, la fourche inversée c'est bien, mais les tubes sont clairement exposés. Donc ici on a des protections sur les tubes. Et comme évoqué pour la partie arrière, toutes les durites, toutes les canalisations sont montées souples. Concernant la selle, elle est monobloc. D'origine, il y a une poignée de maintien pour le passager. Alors je l'ai enlevée parce que cette poignée n'apportait aucune aide au passager et plutôt de la gêne pour le pilote. Donc je l'ai fait disparaître, je peux la remettre comme bon me semblera. Ici vous voyez le porte-paquet que j'ai rajouté. Initialement il n'y a rien pour transporter quoi que ce soit. Donc je l'ai fait venir des États-Unis, pas par snobisme, mais c'est parce que ça me semblait le plus simple et le plus intégré à la ligne de la machine. C'est pas ultra élégant, mais les autres étaient pires. Et ici oui, vous avez la sacoche à outils. J'ai enlevé tous les outils parce qu'elle est bien protégée contre les protections d'eau. Pas contre les voleurs. Et à l'intérieur, j'y ai placé notre magnifique gilet jaune. Côté instrumentation, donc sur les guidons, les modos, on ne peut plus standard, avec le coupe-circuit qui se trouve ici, le démarreur, viseur, on peut se voir, c'est sympathique. Le bouchon d'essence qui est monté sur charnière. Et côté gauche, donc le passage en feu de croisement, feu de route, les clignotants, et ici, le klaxon. Concernant le tableau de bord et l'instrumentation, on dispose d'un affichage digital, des informations que je vais vous montrer, et d'un certain nombre de voyants, d'alerte ou pas. Ici, FI, Fuel Injection. Bon, c'est pas bon signe quand ça s'allume ici. Le témoin de réserve d'essence de niveau bas, température d'eau,
feu de route, point mort et clignotant. À la mise sous tension, l'autotest se déroule et on dispose des informations suivantes. Donc le contour ici, l'indicateur de vitesse, l'heure, trip A, trip B, etc., totalisateur, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, le contour n'est pas ultra lisible. Le bar graphe se voit très bien quand le moteur est en fonctionnement. Là on est sur un régime de ralenti accéléré puisque la machine est froide. J'ai coupé, inutile de faire du bruit. Par contre, j'ai mis un certain temps à me repérer entre 4000, 5000 et 6000 tours. Cette moto est équipée d'un détecteur de chute. C'est un dispositif à base de 2 aimants et d'un effet Hall monté sur un pivot qui coupe l'injection et l'allumage quand l'inclinaison de la moto atteint 60-70 degrés, c'est pas au degré près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas redémarrer simplement en pressant le contact du démarreur. Il y a une petite manip à faire. Bon, on n'a pas forcément la donner sur YouTube, il suffira de la notice. Eh bien, nous voici parvenus au terme de cette présentation. Quelques mots pour conclure. Alors tout d'abord, on se plaint, et souvent à juste titre, de motos bardées d'électronique. Malheureusement, celle-ci n'échappe pas tout à fait à la règle, même s'il n'y a pas de contrôle de traction d'ABS ou autre. On a quand même l'injection. L'injection sur cette moto, c'est une sonde de température d'air d'entrée, c'est une sonde lambda, c'est un écu, l'unité de commande du moteur. C'est ici, quand vous manipulez la manette des gaz, c'est un potentiomètre que vous entraînez pour déterminer la charge du moteur. Donc ce ne sont pas des motos aussi simples qu'autrefois, même pour des modèles basiques comme celui-ci. Dernier point, il y a 3 motos en compétition dans les essais en général, surtout dans la presse anglo-saxonne et asiatique, là où ces motos sont très diffusées. Et il y a 3 motos en concurrence, il y a la Yamaha, la WR250, la KLX 250 et la CRF 250L. Alors ce qui ressort assez unanimement, c'est que la Yamaha est largement au-dessus du lot, enfin largement, j'exagère, elle est au-dessus du lot à tout point de vue. Point de vue dynamique, moteur, suspension, châssis. Ensuite la compétition est assez ardue entre la KLX et la CRF, chacune ayant des avantages et des inconvénients. La KLX est jugée plus apte au chemin et tout terrain, entre guillemets, tandis que la CRF est jugée sur route beaucoup plus agréable, essentiellement du fait de son moteur, qui est quand même plus moderne et qui, à un régime équivalent, offre plus de couple, plus de rondeur, plus de souplesse. C'est une moto assez ancienne et effectivement, le bas ne blesse pas, mais on sent que le moteur a quand même de l'âge et qu'il mériterait d'être reparamétré au niveau de l'écu. Voilà, écoutez, bonne journée, merci de votre attention, et puis à très bientôt pour le 3e volet, la KLX sur route.